Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, hello again. Donc on va continuer notre série de cours concernant la gynécologie. On va parler aujourd'hui cancer de l'endomètre. Voilà, cancer de l'endomètre, généralement sont des adénocarcinoses qui développent souvent après la ménopause. Souvent, lorsqu'on dit souvent, c'est-à-dire 80% après la ménopause. Elle représente la cinquième localisation des cancers féminines, plus de 80%, comme j'ai dit, des cancers concernent les femmes ménopausées. Les facteurs de risque, on a les femmes âgées et les femmes obèses, parce que les femmes obèses, on sait tous qu'ils synthétisent des ostrones. Ils contiennent d'aromatase pour aromatiser les androgènes vers des oestrogènes, et parmi ces oestrogènes, c'est l'ostrone qui est un facteur de risque. Et on va parler que le cancer de l'endomètre, c'est un cancer hormonosensible ou bien hormonodépendant, comme le cancer de sein. Donc, ce sont des cancers hormonodépendants. Donc, l'hyperostrogénie, c'est un facteur de risque. Traitement hormonal substitutif sans progestion, c'est-à-dire à base oestrogénique seulement, donc c'est un facteur de risque. Même aussi la tamoxifène, c'est un facteur de risque. L'histoire naturelle, c'est un rôle initiateur des oestrogènes qui joue un rôle de développement à partir d'un endomètre normal, une hyperplasie, et cette hyperplasie peut devenir un cancer malheureusement. Donc c'est ça l'hormonodépendance. On a parlé de l'hormonodépendance et surtout le rôle important de l'ostrone. On a parlé qu'il y a deux facteurs de production de cet ostrone. Soit on a une augmentation des androgènes, c'est-à-dire de la synthèse des androsténidiones à partir du surrénal, ou bien une augmentation de l'aromatisation c'est-à-dire la converture de l'androgène vers les ostrones, c'est-à-dire chez les femmes obèses. Donc l'anapathe, on a deux types. On a deux types deux types anatomopathologiques de cancer de l'endomètre. Le premier, c'est l'adénocarcinome. C'est principalement 80%, c'est la forme classique. C'est la dysplasie qui va devenir, c'est-à-dire cette hyperplasie qui va devenir un cancer. En 3 grade 1 cellule indifférenciée inférieure à 5%, grade 2 inférieur à 50, grade 3 supérieur à 50. Oui, on a le deuxième type, c'est la type méchante, la type de moins bon pronostic, c'est-à-dire de mauvais pronostic, qui est non hormonodépendant malheureusement. Elle est plus fréquente à l'âge de 50-60 ans, sans hyperostrogénie, c'est-à-dire sont hormonodépendants. C'est un carcinome à cellules claires, carcinome, on peut aussi les carcinomes muqueuses, carcinome papillaire, cireuse, carcinome sacro. Donc ça, les deux types de cancers de l'endomètre. L'étude clinique, en clinique, on a le septembre, c'est les métrorragies spontanées, surtout lorsqu'on a des métrorragies post-ménopausiques, donc il fallait faire l'alarme. Aussi le trouble des règles chez la femme avant la ménopause. Les leucorrhées habituelles aussi, parfois de type hétérorrhée aussi en clinique. Lorsqu'on fait un examen spéculum, parfois on trouve un cancer qui est au stade plus invasif, qui regarde en exocole. Parfois on trouve un polype sentinelle. Le polype sentinelle, pourquoi? Parce que on sait que l'utérus, le rôle de l'utérus, c'est de contracter, c'est-à-dire elle va pousser cet cancer vers l'exocole. Le TV permet de reconnaître l'augmentation de volume de l'utérus et sensation de fugue mûre. Donc la biopsie de l'endomètre, c'est un mot crucial au moment de diagnostic, la biopsie de l'endomètre. On fait la biopsie soit lorsqu'on fait la spéculum par une pipelle de Cornier, ou bien on fait par une canule de Novak. On est ambulatoire, c'est-à-dire à la clinique, à l'aveugle, pour donc après
elle a une bonne valeur prédictive positive. L'hystéroscopie curetage aussi, on peut le faire. Et en radiologie, on peut faire une échographie pour voir l'épaisseur. Aussi, donc, en radiographie, c'est l'IRM. L'IRM aussi joue un rôle important, je n'ai pas écrit ici. Donc, l'hystérographie, donc, c'est anciennement, je vous l'abandonner. L'hystérographie, c'est injection de produits contrastes à l'intérieur de la cavité d'urine. L'hystéroscopie, c'est l'introduction d'un scope au niveau de la cavité d'urine. On peut faire même des biopsies lorsqu'on fait une hystéroscopie, donc une biopsie guidée, on peut le faire par l'hystéroscopie. Le scanner abdominopelvien, généralement pour voir surtout les métastases, échographie hépatique aussi, cytologie et aussi. La localisation topographique la plus fréquente, c'est les formes de fond et des cornes d'urine. Les cancers des faces sont moins fréquents, l'isthme aussi. Donc ici, c'est la classification TNM. Je ne voulais pas parler, je vous parler directement de la classification de Figo. Classification de Figo, 4 stades, et ces 4 stades, ils vont dépendre de traitement. Donc le traitement dépend de cette classification de Figo. On a la survie à 5 ans, aussi le pronostic lorsqu'on découvert dans le bon moment, dans le premier temps, donc survie peut-être jusqu'à 85% à 5 ans. Donc, stade 1A, envahissement inférieur à 50%, 1B supérieur à 50%. Stade 2, c'est l'atteinte du col, malheureusement. Stade 3, c'est extra-utérine, c'est-à-dire la sureuse du corps utérine ou bien les annexes. Le vagin, stade 3B. 3C, c'est l'envahissement ganglionnaire pelvien, C1, et para-aortique, la C2. Le 4, malheureusement, c'est 4A, c'est atteinte de la muqueuse viscérale ou bien rectale. Le 4B, c'est atteinte du ganglion, des adénopathies inguinales ganglionnaires ou bien état à distance. C'est le 4B. Facteur pronostic, bien sûr, c'est l'âge, les stades cliniques, la durée le type histologique, tout ça vont ronder. Les indications thérapeutiques, on a dit qu'elles dépendent des stades. Elles dépendent des stades de la Figo. Par exemple, le stade 1, généralement, on a 3 options, la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. La chirurgie, lorsqu'on a des stades 1, 2, 3, on peut faire la chirurgie jusqu'à le stade 3. Après, jusqu'à le stade donc, 2. Après, on fait une radio, chirurgie, radio et chimio. Parfois, donc c'est ça dans les stades évolutifs. Donc, on fait parfois de radiothérapie exclusive, bien chimiothérapie. Mais dans les stades premier stade, on peut traiter avec un risque bas. Donc, on fait l'hystérectomie totale avec une annexiotomie. Le curage ganglionnaire, il est indiqué lorsqu'on a un risque élevé, par exemple. Dans le stade, donc on va lire donc stade type 1, c'est l'hystérectomie risque bas, hystérectomie totale avec annexiotomie, risque intermédiaire, hystérectomie avec curage pelvien plus cryothérapie. Risque élevé, on fait hystérectomie totale avec annexectomie et même du curage lombo-aortique, il y a comme plus radiothérapie externe et plus moins cryothérapie. Donc, lorsqu'on augmente le risque, lorsqu'on augmente le stade, donc bien sûr le pronostic est diminué et le traitement devient plus lourd et parfois seulement palliatif. Le stade 2, on fait l'hystérectomie totale avec annexectomie, le curage pelvien et lombo-aortique, plus héménectomie infracolique. C'est-à-dire on va enlever une partie de la péritoine en myectomie. La radiothérapie post-opératoire, cryothérapie, chimiothérapie adjuvante, donc plus ou moins, on peut l'ajouter. Stade 2, même en stade 2, on peut le faire la chirurgie. On fait une hystérectomie, mais stade 2, on fait une hystérectomie totale et plus ou moins élargie, plus curage ganglionnaire. Plus radiothérapie, plus chimiothérapie, plus
ce que vous voulez. Le stade 3, c'est l'hystérectomie totale avec anexectomie, hominectomie infracolique, radiothérapie, chimiothérapie, lorsqu'on a un stade 3A. Le 3B, c'est seulement radiothérapie exclusive, plus chimiothérapie. Le 3C aussi, donc radiothérapie et chimiothérapie. Le stade 4 aussi, radiothérapie, chimiothérapie. Parfois, on fait une chirurgie donc, de cytoréduction pour diminuer un peu de la tumeur, malheureusement. Donc, c'est comme ça les traitements, c'est la chirurgie, c'est le gold standard lorsqu'on a les stades 1, 2 jusqu'à 3A. Donc, c'est la chirurgie. Après, on passe à la radiochimiothérapie, c'est grosso modo. Et lorsqu'on a stade 1, on a 90% de survie. Lorsqu'on a le stade 4, malheureusement, seulement 9% de survie. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et à la prochaine, Inch'Allah, salam.